13 nuits. 13 nuits consécutives de frappes américaines sur le territoire iranien, et la nuit prochaine, selon toute probabilité, sera la 14e. Mais voici ce que la plupart des gens n'ont pas compris en regardant les images de ces explosions. Ce n'est pas l'intensité des frappes qui a changé la nature de ce conflit cette semaine. C'est une phrase, 4 mots prononcés par un responsable américain de haut rang, en public, sur le record. Pas œil pour œil, pas proportionnel, pas mesuré. Une tête pour un œil. Quand Washington abandonne la symétrie dans une confrontation militaire et l'assume ouvertement, quelque chose de fondamental bascule. Pas dans les missiles, pas dans les bombes, dans les calculs. Et pour le régime de Téhéran, qui a survécu 45 ans, en pariant sur sa capacité à endurer plus longtemps que la volonté américaine, c'est peut être la nouvelle la plus dangereuse de toute cette guerre. Pas la 14e nuit de frappe. La phrase, parce que des frappes, le régime iranien peut les absorber. Il l'a prouvé pendant des décennies de pression extérieure, de sanctions, d'assassinats ciblés, d'explosions dans ses installations. Les régimes autoritaires ont une tolérance à la douleur que les démocraties sous-estiment systématiquement. Mais ce que le régime ne peut pas facilement absorber, c'est l'incertitude totale. C'est ne plus savoir ce qu'une décision de sa part va déclencher comme réponse adverse. Aujourd'hui, on va décortiquer exactement ce qui est en train de se passer. D'abord, l'architecture militaire réelle, ce qui est déjà en place et pourquoi ça ne s'improvise pas en quelques jours. Ensuite, le choc frontal de deux doctrines qui dessinent deux guerres fondamentalement différentes. Puis, la pression financière, celle qu'on ne voit pas dans les images d'explosion, mais qui peut être la plus décisive de toutes. Et enfin, ce que tout ça signifie concrètement pour nous, en France, au Québec, dans notre quotidien. Parce que le détroit d'Ormuz n'est pas qu'un nom sur une carte, c'est une ligne sur votre prochain relevé de carte bleue. Première domino, l'architecture qu'on ne voit pas. Les images des explosions nocturnes, c'est le visible. La 14e frappe sur un bunker, les drones interceptés au-dessus du golfe Persique, les colonnes de fumée au-dessus de Téhéran. C'est ce que les chaînes d'information retransmettent en boucle. Mais pour comprendre ce qui est vraiment en train de se passer, il faut comprendre ce qu'on ne voit pas, la logistique qui précède chaque frappe d'au moins plusieurs semaines. Commençons par le commencement. Des bombardiers furtifs à long rayon d'action, les mêmes appareils capables de frapper une cible à des milliers de kilomètres, décollent de leur base dans le Missouri, au cœur des États-Unis, traversent l'Atlantique, pénètrent dans l'espace aérien iranien, larguent leurs munitions et rentrent en Missouri, sans jamais se poser dans la région, sans jamais passer la nuit dans un hangar au Moyen-Orient. Ce détail paraît technique, il est stratégique. Cela signifie que l'Iran ne peut cibler aucune base intermédiaire pour riposter contre les vecteurs de la frappe. La menace est dans le Missouri, quelque part au-dessus de l'Atlantique, en transit au-dessus d'un pays tiers partout et nulle part. Et pendant ce temps, une activité croissante est observée autour d'une base clé dans l'océan Indien, où des bombardiers supplémentaires sont prépositionnés pour des frappes à très court préavis. La menace vient de plusieurs directions simultanées, sans point fixe que Téhéran pourrait viser en représailles. Mais ces bombardiers ne peuvent pas entrer seuls dans l'espace aérien iranien. Avant eux, il y a une autre catégorie d'appareils que les médias grand public évoquent rarement parce qu'ils sont moins spectaculaires à filmer, mais qui sont en réalité la clé de voûte de toute l'opération. Imaginez un avion dont l'unique mission est de rendre aveugle le système de défense aérienne adverse. Il ne porte pas de bombe classique, il ne cherche pas à frapper une cible au sol. Il porte des capteurs passifs, des oreilles électroniques ultra-sensibles, qui écoutent en silence les émissions radar de l'ennemi. L'Iran dispose de radars au sol qui tournent en permanence, cherchant à détecter les appareils qui s'approchent. Au moment où l'un de ces radars s'allume pour traquer une menace entrante, ces capteurs passifs localisent l'émission en quelques secondes. Un missile guidé sur ce signal est aussitôt lancé. Ce radar est détruit avant que l'opérateur iranien ait eu le temps de comprendre qu'il avait été détecté. On appelle ça la suppression des défenses aériennes adverses, ou SEAD. C'est le premier acte obligatoire de toute opération aérienne sérieuse contre un pays doté de systèmes de défense solaire. Sans ce travail de préparation, rendre le ciel aveugle, le bombardier lourd ne peut pas entrer en sécurité dans l'espace aérien ennemi. 2 escadrons complets de ces appareils spécialisés ont rejoint la région cette semaine, en vol direct depuis l'Allemagne et les États-Unis. 2 escadrons, ce n'est pas une garde rapprochée. C'est une force suffisante pour ouvrir des corridors larges dans l'ensemble du réseau de défense aérienne iranien. À côté d'eux opèrent plusieurs escadrons de chasseurs multirôles issus de différentes branches des armées américaines. Leur rôle est de couvrir l'espace aérien au-dessus des chasseurs de radar eux-mêmes, parce que sans protection aérienne, les chasseurs de radar deviennent à leur tour des cibles vulnérables. C'est un système en cascade. Chaque élément dépend de l'élément qui le précède. Et puis, il y a la 3e couche, invisible elle aussi, les ravitailleurs, des dizaines d'avions-citernes qui s'empilent au-dessus de l'Europe,
formant ce que les militaires américains décrivent comme un pont de carburant et de fret étiré sur tout le continent jusqu'aux bases de la région. Sans ces rotations permanentes de tankers et d'avions cargo, aucun des appareils de première ligne ne pourrait soutenir des opérations sur la durée. C'est l'artère logistique invisible de toute la campagne. Voilà le premier point fondamental. Déplacer une aile de bombardier avec le carburant nécessaire, les munitions adaptées, les équipes de maintenance, les pièces de rechange, les techniciens spécialisés par type d'appareil, c'est des semaines de planification coordonnée entre plusieurs commandements, plusieurs pays, plusieurs types de transports. Le matériel lourd voyage par mer, lentement, mais en grande quantité. Tout ce qui est urgent voyage par air, plus vite, mais plus coûteux. En ce moment, les deux méthodes sont utilisées simultanément à un rythme qui envoie un message clair, c'est pas un déploiement de circonstances. C'est une posture construite, délibérée, conçue pour donner à Washington toutes les options possibles et à Téhéran, à chaque heure qui passe, le sentiment que la marge se referme. Deuxième domino, le choc de deux doctrines. Parlons maintenant de quelque chose d'inhabituellement direct dans la diplomatie internationale. Cette semaine, les deux camps ont mis leur doctrine sur la table, publiquement, en clair. Et les deux formulations, mises côte à côte, racontent deux guerres fondamentalement différentes. Du côté iranien, le ministre des Affaires étrangères a résumé la stratégie nationale en 3 mots. Un œil pour un œil, ça semble mesuré, presque philosophique dans sa sobriété, une promesse de proportionnalité. Rien de plus, rien de moins que ce qu'on reçoit. Mais les analystes ont immédiatement relevé quelque chose de plus profond dans cette formulation. Une doctrine construite entièrement autour de la réaction, pas de l'initiative. L'Iran ne revendique pas la capacité de frapper en premier avec confiance. Il ne menace pas de débordement, il promet seulement de répondre à ce qui lui est fait, dans les mêmes proportions. Et cette distinction entre la posture de celui qui peut prendre l'initiative et la posture de celui qui ne peut que réagir, c'est la différence entre une position de force et un manque d'options, habillée en principe moral. Les gardiens de la Révolution, eux, sont allés plus loin que leur ministre. Ils ont nommé publiquement une base britannique au Royaume-Uni, la base de Fairford, dans le Gloucestershire, d'où décollent actuellement des chasseurs qui volent vers l'espace aérien iranien, avec des munitions anti-bunker comme cible légitime. Depuis des mois, cette même organisation a officiellement qualifié les forces armées britanniques d'entités terroristes. Nommer une base étrangère sur le sol d'un pays allié de l'OTAN comme cible n'est plus de la rhétorique géopolitique. C'est, selon la terminologie formelle qu'ils utilisent eux-mêmes, un avertissement officiel. La réponse britannique est venue immédiatement et avec une franchise qui a surpris les observateurs habitués aux euphémismes de la diplomatie de Londres. Le Royaume-Uni est prêt à se défendre à tout moment, de jour comme de nuit. Pour un gouvernement réputé pour sa prudence verbale dans les crises, c'est une déclaration de résolution inhabituellement directe. Puis la réponse américaine a balayé le cadre dans lequel le régime iranien raisonnait depuis des décennies. Un responsable de haut rang de l'administration a rejeté publiquement le principe de proportionnalité et il l'a remplacé par une formule explicite mise sur le record, une tête pour un œil. La signification a été explicitée sans ambiguïté. Quelle que soit la nature de l'attaque iranienne, son ampleur, ses cibles, ses modalités, la réponse américaine coûtera plus cher à l'Iran. Et elle ne sera pas calibrée sur l'échelle de ce qu'Iran aura fait. En d'autres termes, abandon total du tit for tat. Ce cadre qui avait structuré les confrontations irano-américaines pendant des décennies vient d'être officiellement remplacé par une doctrine de conséquences disproportionnées, assumée et déclarée par un membre du cabinet du président. Voilà le premier moment crucial que vous devez retenir. En abandonnant la symétrie, Washington a fait quelque chose de plus dangereux pour Téhéran que n'importe quelle frappe physique. Il a rendu tout calcul impossible. Un régime peut absorber des dommages prévisibles et les intégrer dans une stratégie de survie. Mais comment planifier, comment décider si une attaque vaut le coup de la réponse quand on ne sait plus ce que chaque décision va déclencher comme réaction adverse? C'est le calcul que Téhéran ne peut plus faire. Et c'est précisément l'effet recherché. Troisième domino, l'argent qui s'évapore. Pour comprendre la vraie pression qui s'exerce sur le régime iranien, pas la pression visible des frappes, mais la pression invisible qui façonne ces décisions, il faut regarder là où les caméras ne vont jamais, la comptabilité. Pendant des années, les gardiens de la Révolution ont tiré une partie substantielle de leurs revenus du détroit d'Ormuz. Ce goulet d'étranglement maritime, un passage qui fait à peine 40 km dans sa partie la plus étroite, coincé entre la péninsule arabique et la côte iranienne, est l'une des artères les plus stratégiques de l'économie mondiale. Une part considérable du pétrole du Golfe Persique doit le traverser chaque jour pour atteindre les marchés asiatiques et européens. Et les gardiens y ont perçu ce que les analystes décrivent pudiquement comme des péages informels sur le trafic maritime, une combinaison de protection rackettée et de contrôle des routes commerciales. Au pic, ces revenus atteignaient environ 300 millions de dollars par mois,
Depuis le début du conflit ouvert, selon les informations disponibles, ce chiffre serait tombé à environ 100 millions. 2 tiers des revenus évaporés. Cette pression financière, à elle seule, a une valeur explicative considérable pour comprendre les décisions récentes du régime. Pourquoi les gardiens ont-ils intensifié leurs attaques contre les navires commerciaux en mer Rouge et dans le Golfe ? Pas par position de force, pas dans le cadre d'une stratégie expansive, par désespoir financier en harcelant et en attaquant les navires marchands, en déployant leurs vedettes rapides pour menacer le commerce international. Le régime tente de réaffirmer son emprise sur un détroit dont les revenus lui échappent progressivement. C'est une stratégie défensive habillée en agression. Washington en a pris acte d'une façon à la fois symbolique et très concrète. Le président américain a annoncé que 2 milliards de dollars de fonds iraniens gelés depuis des années seront versés directement aux compagnies maritimes dont les navires ont été endommagés ou détruits par les gardiens. C'est pas une sanction supplémentaire ajoutée à une liste. C'est une facture nominative, la première fois dans ce conflit que les gardiens de la Révolution sont tenus financièrement responsables, de manière directe et formelle, de leurs actions en mer, et c'est une manière de dire aux compagnies maritimes mondiales « si vous opérez dans cette région, nous vous couvrons », ce qui réduit encore la capacité de pression des gardiens. C'est dans cette logique financière qu'il faut lire la demande iranienne de cessez-le-feu de 10 jours. En surface, ça ressemble à une ouverture diplomatique, peut être même à un premier signe de faiblesse qui pourrait mener à une véritable négociation. Les analystes lisent ça autrement. 10 jours à l'échelle de ce conflit, ça ne sert pas à négocier, ça sert à reconstruire. Les images satellites documentent un cycle répété avec une régularité troublante depuis le début des frappes. Dès qu'un bunker ou un site de stockage de missiles est touché, des engins d'excavation arrivent dans les heures qui suivent. Les décombres sont dégagés, les accès rétablis. Dans plusieurs cas documentés, un lanceur mobile de missiles sort de la montagne, tire ses missiles et disparaît à l'intérieur avant que le site ne puisse être frappé à nouveau. Comme un boxeur qui frappe depuis son coin et recule avant le contre. La conséquence de cette observation a complètement modifié la liste des cibles prioritaires. Les excavateurs et les engins de terrassement eux-mêmes sont désormais traités comme des cibles à part entière dans les plannings de frappe. Détruire l'équipement qui permet de rouvrir les bunkers est jugé aussi stratégiquement important que détruire les bunkers eux-mêmes. C'est la guerre à l'élasticité de l'adversaire. 4e domino, ce que l'Iran cache dans ses montagnes. Derrière les déclarations doctrinales et les calculs financiers, il y a une réalité militaire concrète qui détermine l'enjeu des prochaines semaines. L'Iran a construit depuis des décennies une architecture de survie fondée sur la profondeur géologique. Des réseaux de tunnels, des bunkers enfoncés dans les montagnes, conçus spécifiquement pour résister à des frappes conventionnelles. C'est là que sont stockées une partie des réserves stratégiques de missiles balistiques à courte et moyenne portée, capables d'atteindre Israël et les bases américaines de la région. Et selon toute vraisemblance, c'est là que se trouvent certains éléments d'infrastructure liés au programme nucléaire iranien, le dossier le plus sensible de tous. Le président américain a déclaré publiquement, sans ambiguïté, que tout site associé, même de loin, à l'envisagement d'une arme nucléaire sera frappé. Cette formulation est volontairement large, elle inclut des sites qui ne sont pas des installations nucléaires actives au sens strict, mais qui pourraient y contribuer ou qui hébergent des activités connexes. L'arme désignée pour ce type de cible est une bombe pénétrante, un engin conçu spécifiquement pour traverser des couches successives de béton armé et de roches compactes avant de déclencher son charge explosive au cœur de la structure. C'est pas une bombe standard larguée de plus haut. C'est un outil pensé pour neutraliser exactement ce type d'architecture souterraine que l'Iran a mis des années à construire. Mais la franchise analytique impose d'admettre la limite de ce tableau. Malgré 13 nuits consécutives de frappe, l'Iran n'est pas devenu une cible passive. Ses réseaux de surveillance côtiers, ses stocks de missiles, ses systèmes de défense aérienne ont été dégradés, mais les gardiens de la Révolution conservent des missiles balistiques opérationnels, des essaim de drones, des vedettes rapides dans le Golfe, et des capacités de commandement encore fonctionnelles. Des frappes récentes liées à ce réseau ont atteint des pays voisins, preuve concrète que la portée iranienne n'a pas été entièrement neutralisée. C'est le contre-argument net qu'il faut formuler. C'est pas parce que la pression s'accumule que le régime est à genoux. Il souffre, il perd des capacités, mais il n'est pas au bord de l'effondrement militaire immédiat. Il y a enfin une dernière couche dans ce tableau, et elle est inconfortable. Des informations non confirmées avec certitude suggèrent qu'une puissance extérieure aiderait l'Iran à localiser et à suivre les forces américaines dans la région. Le profil stratégique de l'acteur concerné est identifiable même sans confirmation nominative. La motivation est d'une logique froide et parfaitement rationnelle. Un conflit prolongé au Moyen-Orient absorbe l'attention, les ressources militaires et les décisions politiques américaines. Une Amérique enfoncée dans un front au Moyen-Orient est une Amérique moins disponible pour un autre théâtre d'opération. Et ce théâtre, les analystes l'identifient clairement, l'Europe de l'Est. Cette guerre n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans une compétition
Parallèle historique plus insight. L'Iran a une capacité d'endurance que son histoire récente a calibrée dans la douleur et qu'il serait imprudent de sous-estimer. Rappelez-vous la guerre Iran-Irak, 1980 à 1988. 8 ans, une génération entière de victimes, une économie pliée sous l'effort de guerre, des villes bombardées, des champs de mines sur des centaines de kilomètres de front. Et pourtant, la République islamique a tenu. Elle a absorbé les pertes, maintenu la cohésion du régime et sorti de cette guerre avec paradoxalement une légitimité renforcée en interne, la narration du martyr résistant à l'agression étrangère, soutenue par l'Irak de Saddam Hussein et en sous-main par des puissances occidentales. C'est le précédent que Téhéran a en tête. Résister à une guerre d'usure, le régime sait faire. L'endurance, c'est son mode opératoire fondamental depuis 45 ans. C'est le pari stratégique qui a fonctionné chaque fois que la volonté américaine a fini par se fracasser contre la durée en Irak, en Afghanistan. À chaque fois qu'une administration américaine a conclu que le coût de la pression dépasse le bénéfice attendu. Mais la guerre Iran-Irak, le régime l'avait menée dans des conditions fondamentalement différentes. Les revenus pétroliers, même amputés, restaient substantiels. Il n'y avait pas de pression financière simultanée sur les réseaux de revenus informels. Et il n'y avait surtout pas de doctrine adverse déclarant publiquement que toute action iranienne déclencherait une réponse d'ampleur imprévisible. Voilà le deuxième moment à retenir. Résister à une guerre d'usure quand la caisse reste alimentée, c'est une épreuve difficile que le régime a déjà traversée. Résister à une guerre d'usure quand la caisse se vide simultanément, quand les revenus du détroit ont chuté de 2/3, quand les fonds gelés partent en réparation aux victimes de sa propre politique maritime, c'est une équation fondamentalement différente. L'endurance a un prix, et quand le prix de l'endurance dépasse les capacités de financement du régime, le calcul change. L'histoire des régimes autoritaires sous pression extérieure prolongée dessine 2 issues possibles. La première, ils négocient par nécessité plutôt que par conviction quand la pression dépasse leur seuil de tolérance réelle. La deuxième, la pression crée des fissures internes que les populations locales peuvent exploiter. Le mouvement Femmes, Vie, Liberté de 2022 a montré que ces braises ne sont jamais totalement éteintes en Iran. La question est de savoir si une pression extérieure accrue les ravive ou si elle permet au régime de consolider la narration de l'ennemi extérieur. Ancre France, Canada. Mais qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour nous, en France, au Québec, dans notre quotidien ? Commençons par la question la plus directe, parce qu'elle touche au plus concret. Le détroit d'Ormuz et l'énergie. Ce passage maritime de 40 km de large concentre un flux d'hydrocarbures qui représente environ 20% de la consommation mondiale de pétrole. La France importe une part significative de son pétrole brut depuis le Golfe, Persique les tankers qui remontent vers Rotterdam, vers Fos-sur-Mer, vers les terminaux du Havre, transitent pour beaucoup par cette zone. Le Canada, bien qu'exportateur net de pétrole, est pleinement intégré aux marchés mondiaux de l'énergie et exposé aux chocs de prix qui remontent de la région. Si le détroit se ferme par une escalade militaire directe, par des frappes de représailles sur des pétroliers, ou simplement par l'effet de la peur sur les assureurs maritimes qui refuseraient de couvrir le transit, le prix du baril s'emballe. Et quand le baril s'emballe, c'est la pompe à essence à Lyon, à Bordeaux, à Montréal ou à Québec qui l'enregistre dans les jours qui suivent. C'est pas une abstraction géopolitique réservée aux experts des relations internationales. C'est une ligne sur votre prochain relevé bancaire, c'est le prix de votre prochain plein d'essence ou de votre prochaine facture de chauffage. La mer Rouge, de son côté, a déjà fourni un avant-goût de cet effet. Les attaques Houthis, les miliciens yéménites soutenus et équipés par les gardiens de la révolution iranienne, ont contraint des dizaines de compagnies maritimes à dérouter leurs navires autour du cap de Bonne-Espérance, rallongeant les traversées de plusieurs semaines et augmentant mécaniquement les coûts de fret. Ce surcoût s'est répercuté sur les importateurs européens. Les chaînes d'approvisionnement françaises et canadiennes l'ont absorbé ou l'ont répercuté sur leurs clients. Il y a ensuite une dimension que l'histoire de nos deux pays rend particulièrement sensible. La diaspora iranienne à Paris est l'une des plus importantes d'Europe, des centaines de milliers de personnes, une communauté intellectuelle, artistique, scientifique, présente en France depuis les années 1979 et renforcée à chaque vague de répression. Montréal est un pôle majeur pour la diaspora iranienne en Amérique du Nord, avec une communauté active, visible, enracinée dans le tissu social québécois. Les événements de 2022, la mort de Mahsa Amini en détention, le soulèvement national Femmes, Vie, Liberté, ont trouvé dans ces communautés un écho d'une intensité rare. Des rassemblements dans les rues de Paris, des vigiles à Montréal, des manifestations d'une émotion qui n'était pas symbolique mais familiale. Ce conflit n'est pas une guerre lointaine pour des millions de personnes en France et au Canada. C'est la guerre dans le pays de leurs parents, de leurs cousins, de leurs amis restés là-bas. Et il y a enfin la dimension stratégique de l'Alliance que la France ne peut pas se permettre d'ignorer.
La France a ses propres intérêts dans la stabilité du Golfe économique, diplomatique, militaire. Elle a des troupes prépositionnées dans la région, dans le cadre d'accords bilatéraux et d'opérations multilatérales. La question de la prolifération nucléaire iranienne ne lui est pas indifférente. Une république islamique dotée d'une arme nucléaire changerait l'équilibre de puissance régionale d'une manière qui affecte directement les partenaires européens de la France. La crise de Suez de 1956 avait imposé une leçon douloureuse et durable à Paris. Il existe des limites à ce que les alliés européens peuvent faire sans l'approbation de Washington et des coûts réels à se retrouver en décalage avec la politique américaine en pleine crise. 70 ans plus tard, la question inverse se pose avec une acuité croissante. Que se passe-t-il quand Washington agit rapidement et de manière décisive et que l'Europe doit définir son positionnement en quelques heures? L'autonomie stratégique européenne, ce concept que Paris défend depuis des décennies, se teste précisément dans ces moments. Le calendrier politique à Washington, tout ce qui précède se joue sur fond d'une fenêtre politique américaine qui s'est ouverte cette semaine et que l'administration semble avoir décidé d'exploiter pleinement tant qu'elle reste ouverte. Le Congrès a approuvé 95 milliards de dollars spécifiquement alloués au financement des opérations militaires en cours contre l'Iran. Dans le même temps, une résolution visant à mettre fin à l'engagement militaire américain a été adoptée à la Chambre des représentants par 214 voix contre 208, mais elle a échoué au Sénat par 49 voix contre 47. Les analystes notent immédiatement deux détails. Premier détail, la marge à la Chambre est mince 6 voix. Il y a une division réelle au sein de la classe politique américaine sur la conduite de ce conflit. Deuxième détail, et c'est le plus important, même si cette résolution avait passé les deux chambres, elle n'avait aucun pouvoir contraignant sur le commandant en chef. C'était un vote symbolique. Un signal de désaccord politique interne, mais pas une limite légale à l'action militaire. La conclusion opérationnelle de ces deux votes est limpide pour quiconque lit les signaux politiques à Washington. Le financement est en place, l'opposition politique a échoué, et il n'existe actuellement aucun obstacle législatoire à une nouvelle escalade. Dans ce contexte, les analystes estiment que l'administration peut faire le choix d'intensifier les opérations maintenant, pendant que cette fenêtre politique reste favorable, plutôt que de risquer de la voir se refermer si les conditions changent. Une dernière information éclaire le contexte global dans lequel tout cela se déroule. Cette même semaine, un chasseur ukrainien a remporté sa première victoire aérienne, confirmée contre un appareil russe, victoire rendue possible par un avion de détection aéroporté qui a permis à son pilote de localiser le chasseur russe avant d'être lui-même détecté. Ce qui importe dans ce détail, au-delà de la victoire elle-même, c'est ce qu'il confirme. Les hypothèses établies de longue date sur l'équilibre des forces aériennes sont en train d'être testées et, dans certains cas, renversées. Cette leçon ne vaut pas que pour l'Ukraine, elle vaut pour tous les théâtres où la maîtrise de l'espace aérien est l'enjeu central, y compris l'Iran. Verdict recadrage. Revenons à la phrase du début, pas un avertissement, pas une menace, une décision. Pendant 45 ans, le régime iranien a joué le même jeu stratégique avec une cohérence remarquable. Absorber la pression extérieure, endurer plus longtemps que la volonté de l'adversaire. Attendre que la politique intérieure américaine se fracasse contre la durée comme elle s'est fracassée en Irak, comme elle s'est fracassée en Afghanistan, comme elle risquait de se fracasser à chaque fois que le coût humain et financier devenait insupportable pour une démocratie. Ce pari de l'endurance était la stratégie de survie la plus cohérente disponible pour un régime sans alliés formels, sous pression permanente, mais avec une population qu'il peut mobiliser sous la narration de l'agression étrangère. Mais cette semaine, 3 éléments se sont alignés simultanément d'une manière que le régime ne peut pas ignorer. Le financement américain des opérations a été sécurisé à hauteur de 95 milliards. L'opposition politique au Congrès a échoué, ne laissant aucun levier législatif disponible, et la doctrine a été réécrite publiquement. Plus de proportionnalité, plus de prévisibilité, plus de cadres dans lequel Téhéran peut calculer avec précision le coût de ses propres actions avant de les décider. Le régime ne joue plus pour gagner, il joue pour survivre. Et la différence entre ces deux postures, c'est que survivre se négocie. Gagner, non. Les prochaines nuits dessineront probablement l'un de deux chemins. Le premier, la pression accumulée financière, militaire, psychologique force le régime à la table de négociation par nécessité plutôt que par choix, dans une position de faiblesse qui rend les concessions inévitables. Le deuxième, cette même pression crée les conditions d'une fissure interne, d'un soulèvement dont l'ampleur dépendrait de l'accès aux ressources que tout mouvement d'opposition doit trouver pour se maintenir face à un appareil sécuritaire encore opérationnel. Ce qui est certain, c'est ceci, le temps était, depuis 45 ans, la seule vraie arme stratégique du régime iranien. L'arme qui avait toujours fonctionné. Et pour la première fois dans ce conflit, cette arme s'épuise.